Bonsoir à tous, bonsoir Sophie. Bonsoir Jérôme. Ensemble, nous développerons les titres de l'actualité toulousaine de ce mercredi 26 février. Un sondage sur les municipales à Toulouse vient de paraître. Jean-Luc Moudenc se rapproche de Pierre Cohen au second tour. Les résultats annuels d'Airbus ont été dévoilés ce matin, des résultats en progression. Oui, et puis ce soir, nous recevons Odile Morin, représentante départementale de l'APF 31, pour parler de cette loi qui tarde à être mise en place concernant l'accessibilité des transports et des bâtiments aux personnes en situation de handicap. On en parle dans quelques minutes. Je vous le disais en titre, un tout nouveau sondage, la dépêche du midi France Bleu, France 3 sur les municipales toulousaines est paru hier en fin d'après-midi. Oui, il a été réalisé les 21 et 22 février sur un échantillon de 602 personnes. Si Pierre Cohen en sort vainqueur au second tour, eh bien, il est talonné de très près par Jean-Luc Moudenc, un sondage moins favorable au maire sortant que celui paru en janvier dernier. Les détails tout de suite avec Pascal Soler et Alain Sorat. 51% pour Pierre Cohen, 49% pour Jean-Luc Moudenc. Le maire sortant remporterait les municipales de Toulouse au second tour. Toutefois, l'écart se resserre avec le candidat UMP. En effet, le dernier sondage réalisé il y a plus d'un mois donnait une confortable avance à Pierre Cohen au second tour, soit 56% des intentions de vote contre 44% pour Jean-Luc Moudenc. Au premier tour, les deux principaux candidats à la mairie de Toulouse seraient au coude à coude, avec 37% des intentions de vote pour le candidat UMP et 36% pour le maire sortant. À gauche, où 7 listes, dont celle de Pierre Cohen, sont en concurrence, Antoine Maurice d'Europe Écologie Les Verts ne décolle pas et obtiendrait un score de 7%. 4% pour Jean-Christophe Célin du parti de gauche. À droite, alors qu'il tablait sur un score de 10% au premier tour, le FN n'obtient que 6% des intentions de vote. La députée européenne Christine de Vérac afficherait un score de seulement 4%. Il y a une stabilité du premier tour avec quelques éléments marquants, c'est-à-dire que quelqu'un qui rassemble l'ensemble des forces de droite a le même chiffre à un point près que nous sur, je dirais, soi-disant une division de la gauche. Donc ça veut dire que, et je suis pas très loin du chiffre que j'avais fait il y a 6 ans. Donc ça veut dire que le premier tour marque réellement quelqu'un qui pratiquement à tout mobiliser ses voix et en ce qui me concerne, moi, comme ça avait été le cas il y a 6 ans, une capacité à pouvoir avoir, je dirais, des voix qui ne sont pas obligatoirement d'accord avec moi au premier tour, mais qui vont se mobiliser. Et enfin, par rapport à nos amis verts, qui montrent que, eh bien, c'est quand même un peu dommage qu'ils n'aient pas été avec nous, parce que là, on aurait fait une réelle différence d'entrée, et cette réelle différence aurait pratiquement donné, je dirais, une visibilité. On est en train de rentrer dans la campagne électorale. Nous, les hommes politiques, vous, les journalistes, on y est depuis plusieurs mois. Mais les Toulousains eux-mêmes, je sens qu'ils y sont depuis peut-être une quinzaine de jours, pas beaucoup plus. Ça veut dire qu'ils commencent à poser des questions sur nos propositions, sur nos projets. Et à partir de là, effectivement, ils commencent à se positionner de manière plus sérieuse, plus claire. Et c'est pas fini parce que je prétends qu'ils ne font que commencer à s'intéresser. Et donc le dialogue avec les Toulousains, il est fondamental. Pour qu'ils sachent quelles sont les différences entre le maire sortant et l'équipe que j'anime. J'aurais aimé qu'ils puissent les voir par un face-à-face, mais M. Cohen fuit le débat en face-à-face. Il a peur, c'est le maire sortant le plus pétochard de France par rapport au face-à-face. Il n'accepte que le débat avec tous les candidats. Moi, je suis pour les débats avec tous les candidats, mais je pense aussi qu'il faut de temps en temps des face-à-face. En tout cas, il faut l'assumer. Avec un taux de participation ne dépassant pas 53%, Pierre Cohen est plus menacé par l'abstention que le candidat UMP, les électeurs de gauche étant certainement bien moins motivés pour soutenir le gouvernement socialiste que les électeurs de droite ne seront motivés pour le sanctionner. Le sondage montre que je dispose de beaucoup de réservoirs de voix pour une raison très simple. C'est que ce sondage montre qu'il y a beaucoup d'abstention. Et il y a beaucoup d'abstention de part et d'autre. Et donc il y a une partie de mes électeurs, les électeurs modérés, qui aujourd'hui ne sont pas trop dans l'élection. Ce qui est sûr, c'est que c'est la première fois que l'ensemble du peuple français, depuis le changement national intervenu il y a 2 ans, va s'exprimer. Et si le rôle des candidats aux municipales est de présenter des projets municipaux, vous ne pourrez quand même pas, et je ne pourrai pas, nous ne pourrons pas empêcher les Toulousains et les Français en général de dire ce qu'ils ont à dire. Et je crois qu'ils en ont beaucoup de choses à dire par rapport aux déceptions
et aux tromperies. Ce qui est important, c'est de voir si on a été crédible, si ce qu'on a fait par rapport aux valeurs de gauche a été au rendez-vous de cette ville, en termes de logements sociaux, en termes de services publics, en termes de la façon dont on conçoit la place de l'éducation, de la culture. Donc tout cela, c'est porteur de valeurs qui sont reconnues. En tout cas, quand je discute avec un certain nombre d'acteurs, même je dirais de droite, qui reconnaissent qu'on a quand même transformé les choses assez fondamentalement. Donc c'est à nous d'aller le dire, d'aller le répéter et puis de dire attention, je dirais une certaine distance ou une certaine abstention peut amener la droite à revenir, alors que je sais que quand même un grand nombre d'électeurs de gauche ne souhaitent pas le retour de l'UMP. 61% des sondés se disent satisfaits de l'action du maire sortant durant ses 6 années de mandat, un chiffre encourageant pour le reste de la campagne selon Pierre Cohen. Municipal toujours, hier a eu lieu une conférence de presse d'Europe Écologie Les Verts à la Maison du Vélo, un endroit symbolique pour développer un thème cher aux écologistes, le transport. Antoine Maurice, la tête de liste, a notamment évoqué les propositions de Jean-Luc Moudenc et de Pierre Cohen. Regardez. À Toulouse, nous avons effectivement vraiment deux conceptions de la mobilité entre la droite et les forces de gauche. À droite, clairement, Jean-Luc Moudenc est contre le développement des transports en commun parce que quand on propose une 3e ligne du métro unique à 10 ou 15 ans, ça veut dire qu'on arrête tout le reste du développement des transports en commun. Ça veut dire donc d'ici 10 ans à 15 ans, aucune réponse, aucune alternative à la voiture individuelle n'est donnée aux Toulousains et ils seront contraints encore plus dans les bouchons. On va asphyxier la ville. Donc Jean-Luc Moudenc, clairement, n'est pas pour un maillage des transports en commun. C'est vrai qu'avec Pierre Cohen, on sent que l'intention est la même. Ce que nous portons, nous, c'est une ambition réelle et de faire des transports la priorité des priorités. Ça demande à la fois davantage de moyens financiers. Notre projet propose d'augmenter de 15% les moyens alloués au développement des transports en commun. Et ça demande d'avoir de l'ambition aussi sur le partage de l'espace public, c'est-à-dire ne pas avoir peur parfois de prendre un petit peu sur le stationnement, sur la voiture pour faciliter le développement des transports en commun. Voilà, et vous le savez, TLT se mobilise en vue de ces municipales. Ce soir, 3 débats seront diffusés sur notre chaîne. Pibrac à 21h, la Salvetat Saint-Gilles à 21h20 et puis Frouzins à 21h40. Nous vous proposons justement de voir un extrait de ce débat de Frouzins qui opposait Marie-Cécile Delmas sans étiquette au maire sortant Alain Bertrand de la gauche plurielle. Alors que vous dites que l'on dépense alors que nous sommes peut-être dans les moins endettés dans les communes de même strate de France, j'y vais même plus loin que la Haute-Garonne, donc je ne peux pas tellement accepter, madame, accepter ce raisonnement. Il va falloir dans ce contexte-là essayer aussi d'améliorer la part de logements sociaux sur la commune. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 11%, donc nous sommes quand même assez loin des 25% que nous impose la nouvelle loi Allure. Donc force est de reconnaître que les méthodes traditionnelles n'ont pas fait leur preuve. Aujourd'hui, si madame Delmas était venue au PLU que nous avons fait, elle aurait vu que nous avons bien marqué 30% de logements sociaux, puisque la nouvelle loi SRU nous y oblige. C'est exactement ce que je viens de dire, monsieur le maire. Tout autre chose à présent, Airbus Group a présenté ses résultats annuels ce matin. Chiffre d'affaires 59,3 milliards en croissance de 5%. Montant total des commandes en 2013, 218 milliards d'euros. Elles étaient de 102,5 milliards d'euros en 2012. Voilà une croissance qui reflète, je cite, le dynamisme commercial soutenu chez Airbus et la signature de contrats majeurs dans le secteur spatial. C'est Boeing, le concurrent d'Airbus, qui l'a déclaré, Jérôme. Oui, on rappelle que l'année 2013 a été marquée notamment par le vol inaugural de son dernier né, l'A350. De nombreuses commandes de l'A320 Neo, le leader sur le marché des monocouloirs, et la restructuration d'Airbus Defence and Space, mais aussi l'annonce en fin d'année dernière de milliers de suppressions de postes dans le groupe. On écoute Tom Enders, le président directeur général d'Airbus Group. Well, the important financial message is obviously we're making progress with respect to our profitability. Le message important au point de vue financier, c'est que nous faisons des progrès en termes de profitabilité. Le retour sur les ventes est d'à peu près 6%. Nous sommes donc sur la bonne voie pour 2015, qui sera, j'en suis sûr, une année très importante. Progrès également sur la partie dividende. Nos actionnaires y seront sensibles, ça, j'en suis certain.
Nous avons eu quelques soucis de trésorerie et nous ne sommes pas parvenus au seuil de rentabilité que nous étions fixés. Des problèmes qui sont notamment liés au programme de la 350. Il y a aussi évidemment toute la partie restructuration, défense et espace, ce qui n'est pas une surprise car lorsqu'on s'engage dans un tel processus, je veux dire rapprocher les entités défense et espace, cela induit forcément des restructurations. Mais nous en tirerons des bénéfices d'ici quelques années. 2013 a été une année de changement profond, changement d'actionnariat, de stratégie, sans oublier la marque. Aujourd'hui, c'est la toute première conférence de presse à Toulouse sur le site de la maison mère d'Airbus Group. Voilà qui, je pense, symbolise pleinement tous ces changements. Seat of the single headquarter of a group now, and that I think kind of also symbolizes all the change that has happened. La loi sur le handicap de 2005 prévoyait de rendre accessible en 10 ans transport et bâtiments. Finalement, le processus sera repoussé de 3 à 9 ans. Nous accueillons ce soir Odile Morin, représentante départementale de l'Association des paralysés de France, une des associations qui dénonce ce nouveau recul. Bonsoir Odile. Alors, Bonsoir. Dans les textes, la loi, on le rappelle, devait confirmer ou fixer un objectif de l'accessibilité généralisée sans rupture de la chaîne du déplacement. Quelle est la situation aujourd'hui en 2014 à Toulouse? État des lieux. En 2014 à Toulouse, comme dans beaucoup d'autres endroits en France, la situation est loin d'être satisfaisante, puisqu'aujourd'hui, en termes de transport, l'accessibilité n'est pas complète. Il y a encore beaucoup de quais d'arrêt de bus à aménager, notamment dans le Grand Toulouse, qui ne sont pas faits et qui ne seront pas faits pour 2015, ce que nous déplorons, puisque je rappelle quand même que la question de l'accessibilité a été traitée par la loi en 75, c'est-à-dire il y a 38 ans. Donc ça date pas d'il y a 10 ans. Il y a 10 ans, ont été relancées les choses pour qu'on arrive à un résultat satisfaisant aujourd'hui. Or, ce n'est pas le cas. Les pouvoirs publics ne se sont pas investis comme ils auraient dû, et puis chacun cherche des excuses, alors que cette question de l'accessibilité, elle ne concerne pas que les personnes handicapées. Je rappelle quand même que les personnes en situation de handicap, c'est 15% de la population, mais les personnes à mobilité réduite qui sont concernées par l'accessibilité, c'est bien plus vaste. C'est tout un chacun tout au long de sa vie, puisque ce sont les enfants en bas âge dans les poussettes, dans les bras de leurs parents, c'est les personnes âgées qui perdent leur autonomie, c'est la personne qui s'est cassée la patte au ski, c'est la personne qui est chargée de bagages, c'est la femme enceinte, c'est finalement plein de gens tout au long d'une vie. Donc le jour où on aura compris ça, on aura avancé dans ce pays. Alors on est à un mois, même moins, des municipales. Vous avez interpellé les différents candidats sur cette question? Alors on a fait une lettre ouverte aux candidats en Haute-Garonne, pour leur demander de s'engager sur un certain nombre de points, puisque en matière de politique municipale, il n'y a pas que la question de l'accessibilité, il y a aussi d'autres questions qui relèvent du champ du handicap et qui nous intéressent. Malheureusement, à ce jour, on avait demandé un retour pour le 28 février. Pour l'instant, nous avons très peu de retours. Donc nous interrogeons pour savoir si les candidats s'intéressent bien à la question du handicap et s'ils ont des réponses à apporter aux électeurs que nous sommes. Parce que nous et nos familles, nous représentons du monde et je pense que nombre d'entre nous seront attentifs aux propositions que leur feront les candidats. Je vous propose de regarder un sujet sur une exposition photo qui a lieu jusqu'au 16 mars à l'espace EDF Bazac. Cette exposition intitulée Regard propose une série de clichés mettant en scène sans phare ni tabou la vie quotidienne de personnes en situation de handicap. Regardez. Ils souffrent de handicap physique, sensoriel ou intellectuel et se sont mis en scène sous l'œil complice des professionnels accompagnants à l'occasion d'un concours de photographie lancé par l'association ASEI. Ces 28 clichés en noir et blanc racontent la façon dont ils se voient sur leur lieu d'accueil et démontrent leur potentiel créatif. L'objectif à travers ces photos, c'était aussi sortir des établissements, de sensibiliser au handicap et de montrer combien le handicap n'est pas une limite, mais qu'on peut aller au-delà du handicap en montrant leur potentialité. Et je crois qu'à travers ces photos, on peut effectivement toucher du doigt leur projet personnel, leur envie et puis leur amour de la vie. Regard témoigne de l'aspiration de ces enfants, adolescents et adultes à vivre comme et avec tout le monde, à découvrir jusqu'au 16 mars à l'espace EDF Bazac. Selon votre association, à peine plus de la moitié des écoles et seulement 42% des réseaux de bus sont accessibles en France. Ça fait peu. Et quelle est la situation à Toulouse là-dessus, justement? Alors, à Toulouse, qui est une grande ville, je me permets quand même de rappeler que c'est la 4e ville de France.
on est effectivement dans des chiffres qui sont meilleurs, mais qui sont insuffisants pour une grande ville. On n'est pas parmi le peloton de tête. On n'est pas dans le peloton de tête. Et aujourd'hui, malgré tout, alors qu'on demande aux personnes handicapées d'aller travailler, on leur permet toujours pas d'avoir une scolarité, puisque l'école n'est pas encore accessible comme elle le devrait. On leur permet pas d'accéder à un emploi, puisque si vous n'avez pas eu de scolarité, ça empêche d'accéder à un emploi. Et puis la question des déplacements. Quand on voit le service Mobibus que l'on a épinglé récemment à Toulouse, le nombre de personnes qui ont un emploi, qui ont arrêté de faire appel à ce service parce qu'ils arrivaient continuellement en retard. Parce que, voilà, comment voulez-vous qu'un employeur accepte qu'une personne arrive régulièrement en retard parce que son service de transport n'est pas sérieux, tout simplement. Quelle est votre situation personnelle à vous, Odile Morin? Moi, journée type. Ma journée type, elle est dans l'action bénévole uniquement, puisque malheureusement j'ai été écartée de l'emploi il y a très longtemps et que c'est difficile à 50 ans de retourner dans ce champ. Mais ma journée type, elle est. Est-ce que vous êtes confrontée à ces moi, je suis confrontée à des problèmes organisationnels, c'est-à-dire que d'abord j'ai besoin d'auxiliaires de vie au quotidien, donc je ne peux pas. Quand je veux modifier les horaires de mes auxiliaires de vie, quand j'ai des réunions le matin tôt, il faut que j'anticipe suffisamment longtemps à l'avance pour que le planning puisse être déplacé. Quand je veux me déplacer, en termes de transport, si aujourd'hui j'avais pas eu mon auxiliaire de vie qui avait accepté de faire 1 heure de plus ce soir parce que c'était possible pour elle et que j'avais pas eu un véhicule qui permette que cet auxiliaire de vie m'amène ici, je ne serais pas venue. Ou alors il aurait fallu que vous m'appeliez une semaine avant pour que je puisse réserver un transport et je ne serais pas sûre d'être arrivée à l'heure. C'est très compliqué. Voilà. Vous le dites en fait, donc l'accessibilité au travail est compliquée. Est compliqué parce que il faut savoir que le taux de chômage des personnes en situation de handicap est le double de celui de la population générale, et surtout dans la tranche 45-55 ans, parce qu'il y a les personnes qui sont handicapées de naissance, mais il y a toutes celles qui deviennent handicapées, et c'est la majorité au cours de leur vie, accident du travail, accident de la vie. Et ces personnes-là, celles qui sont les plus touchées par des handicaps physiques sont parfois aussi celles qui ont fait le moins d'études. Et comme en plus on ne se donne pas les moyens dans ce pays de permettre une vraie formation professionnelle des personnes en situation de handicap, c'est le chat qui se mord la queue. Les entreprises nous disent on veut bien des travailleurs handicapés mais on veut des Bac+2, Bac+4. Et quand vous avez une personne en situation de handicap qui veut se former, on lui dit là vous avez fait une formation d'1 an, ça suffit, faut pas trop en demander. Merci Odile Morin. Le salon de l'agriculture se tient jusqu'au 2 mars à Paris. Porte de Versailles, Midi-Pyrénées est l'une des régions les mieux représentées. Oui, au village Midi-Pyrénées du salon, 27 exposants individuels proposent des produits locaux. Évidemment, certains viennent dans ce salon pour la toute première fois. Au total, pas moins de 1300 exposants de 22 pays sont regroupés au salon de l'agriculture. Reportage de Marie Larpan et de Gabriel Aurion tout de suite. Pour son premier salon de l'agriculture, Hervé Tristan a soigneusement sélectionné les produits de ses salaisons qu'il propose à la dégustation et à l'achat. J'ai amené tout ce qui est saucisson, saucisses, rosettes et puis une spécialité de par chez nous, des tripes au jambon. Et le salon de l'agriculture, j'espère, va m'amener des retombées et puis vont permettre de promouvoir la région de la Cône, promouvoir le Tarn et puis les petits producteurs qui y sont. La Cône, c'est aussi la terre des laiteries-fabres, tomes de brebis, chèvres, 3 laits. Les saveurs du Tarn veulent séduire les papilles parisiennes. Le salon part bien, on verra. Ça apporte qu'on se fait connaître plus facilement, on prend des contacts. Le salon, c'est aussi 9 jours de présence derrière le stand, à présenter les produits, faire goûter, convaincre les passants dans le bruit et la foule. C'est difficile parce que je pense que les gens viennent au salon surtout pour consommer, pour s'amuser, pour profiter des animaux. Mais oui, ça en vaut la peine parce qu'on se fait beaucoup de nouveaux clients. Quand le salon refermera ses portes, dimanche prochain, ses exposants devraient rejoindre Midi-Pyrénées avec un carnet d'adresses bien rempli. La précédente édition avait enregistré plus de 690 000 visiteurs. Bonne soirée Odile Morin. Merci. Bonne soirée Sophie. Bonsoir Jérôme. Bonne soirée à tous. Prochaine édition de votre journal demain 19h.